La séance d'aujourd'hui est intitulée Parvenir à l'équité sanitaire, une conversation avec la vice-chancelière de l'Université of Global Health Equity au Rwanda. Le webinaire durera 1 heure, y compris le temps pour les questions et la discussion à la fin de l'entrevue. Veuillez utiliser la boîte qui se trouve au bas de votre écran pour poser vos questions et soumettre vos commentaires respectueux. Le présent webinaire est conforme à notre mandat de responsabilité sociale, donnant la priorité à l'accès aux soins de santé dans le monde entier, et nous sommes heureux que notre conférencière invitée puisse nous éclairer sur le sujet au Rwanda. Enfin, j'ai l'honneur de vous présenter professeur Sani Yaya, vice-recteur à l'International et à la francophonie à l'Université d'Ottawa, qui est le modérateur de la séance aujourd'hui. Le professeur Yaya est un universitaire chevronné et un chercheur de renom. Avant sa nomination comme vice-recteur, il fut professeur invité à l'Université d'Oxford et a séjourné dans plusieurs autres institutions. Bienvenue, professeur Yaya, et à vous. Merci beaucoup, Diane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre cher public. Il me fait plaisir évidemment de me joindre à vous en ce jour dans le cadre de ce webinaire, et c'est pour moi un plaisir et un réel honneur de vous présenter notre conférencière invitée, professeure Agnès Binagwaho. Alors, professeure Agnès Binagwaho est une pédiatre rwandaise. Elle a obtenu son doctorat en médecine générale à l'Université libre de Bruxelles et sa maîtrise en pédiatrie à l'Université de Bretagne occidentale. Elle a par la suite obtenu un doctorat des affaires en philosophie du Collège des affaires et de l'économie de l'Université du Rwanda. Professeur Binagwaho est rentré au Rwanda en juillet 1996, 2 ans après le génocide de 1994 contre les Tutsis. De 2002 à 2016, elle a servi le gouvernement du Rwanda, occupant différents postes de haut niveau dans le secteur de la santé. Elle a tout d'abord été secrétaire exécutive de la Commission nationale de lutte contre le VIH-Sida, puis secrétaire permanente du ministère de la Santé. Après avoir exercé, évidemment, elle a exercé par la suite le rôle de ministre de la Santé du Rwanda pendant 5 années consécutives. Bienvenue, professeur Binagwaho. Alors, si vous le permettez, nous allons débuter tout de suite ce webinaire qui prendra évidemment la forme d'une entrevue avec notre cher invité. Comme vous le savez, au cours des dernières années, le Rwanda a accompli énormément dans différents secteurs, incluant celui de la santé. Et sans me tromper, je crois que c'est vraiment l'un des rares pays en Afrique qui a réussi à améliorer les grands indicateurs transversaux de santé, que ce soit en matière là, de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, de mortalité maternelle infantile, et j'en passe. Alors, ce que j'aimerais demander à professeur Agnès Binagwaho, c'est vraiment de nous dire comment, au cours des dernières années, notamment au cours des 20 dernières années, le système de santé rwandais a changé. Merci beaucoup, professeur Yaya. D'abord, bonjour à tout le monde. Ça me fait un grand plaisir de vous parler de ma chaude terre natale, parce que je sais que vous avez froid là où vous êtes et là où vous écoutez, et je compatis pour ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur santé était totalement détruit, comme l'ensemble du pays après le génocide de 1994. Je suis rentrée au pays en 1996 et il faut dire que ce n'est pas seulement dans le secteur santé, mais c'est mon secteur, c'est c'est celui dans lequel j'évoluais au jour le jour. Il a fallu tout reconstruire comme le reste du pays. Mais si on a pu reconstruire le secteur santé, c'est parce que le reste du pays s'est reconstruit aussi. Il n'y a aucun pays qui construit un secteur santé dans le vide. Pour qu'un secteur santé fonctionne, il faut que le secteur éducation fonctionne, parce qu'il faut que des jeunes médecins, des jeunes infirmiers, des laboratoires, les ressources humaines doivent être disponibles.
Deuxièmement, pour qu'un secteur santé fonctionne, il faut aussi créer la chaîne d'approvisionnement. Il faut que les médicaments arrivent avant que les stocks soient vides et que tout ça se fasse doucement. Donc, ce qu'il a fallu, il a donc fallu d'abord reconstruire la confiance de la population. Et ça, c'est très important. Il a fallu faire en sorte que le pays se reconstruise, regarde en face ses problèmes, voie d'où ça vient et s'assure que demain, ça ne sera pas comme c'était hier. Et ça a bien fonctionné avec un système judiciaire traditionnel parce qu'il n'y avait plus de juges, il n'y avait pas d'avocats, l'éducation n'était pas bonne avant, donc il y avait déjà avant. Et en ayant reconstruit la réconciliation, et en ayant mis les Rwandais autour d'un plan national, autour d'une vision 2020, mais c'est réellement une vision pour l'année où nous sommes aujourd'hui. Ils se sont tous mis à travailler pour leur futur et on a pu reconstruire les différents secteurs. On a pu investir parce qu'on a eu besoin de tout le monde d'une façon ou d'une autre. Donc, tout part de la paix et de la réconciliation. Deuxièmement, la participation. Faire en sorte que la communauté participe à sa santé elle-même. On a un système de santé basé sur les agents de santé communautaires, 4 par village maintenant, mais avant c'était 3. Une femme pour s'occuper des femmes enceintes et des enfants de moins d'1 an au village. Donc, un village, c'est 200 maisons. Ces gens sont élus par la population, donc ils ont la confiance. Et le ministère de la Santé doit les éduquer sur comment soigner les plus grands problèmes qui se trouvent au niveau de la domestique, au niveau de la maison, et aider à transférer à temps dans les structures de santé. En faisant ça, la communauté se sent vraiment valorisée et la communauté sent qu'elle participe à sa propre santé. Et puis créer des infrastructures, des centres de santé, des hôpitaux d'une façon équitable. Et le mot équité vient vraiment en combat direct avec l'esprit du génocide et d'avant. C'est-à-dire que moi, je viens d'un coin du Rwanda, ce n'est pas là que je mettrai l'hôpital. On prend la carte et on voit là où l'hôpital serait le plus utile, où est-ce qu'il y a le plus de manque. Et on a un plan pour créer les centres de santé, pour créer des hôpitaux, pour dispatcher et ventiler le personnel en fonction des besoins, à l'aveugle. Et ça, on le montre bien parce que comme tout le monde, personne n'a assez, mais comme tout le monde sait que la distribution de ce qu'il y a se fait basé sur l'équité, tout le monde participe et tout le monde aide. Donc, l'appropriation, la confiance, l'équité et une lutte acharnée contre la corruption et l'absence de transparence et avoir tourné un pays où il était normal de tuer quelqu'un pour qui il était en il est anormal de ne pas servir. Alors, j'aime particulièrement le fait que vous mettiez en exergue le fait qu'un système de santé ne se construit pas en vase clos et il se fait vraiment en interdépendance avec les autres secteurs, éducation, gouvernance, sécurité, justice. C'est extrêmement important et je crois que c'est vraiment un aspect, on l'a vu dans les pays vraiment qui ont réussi à rebâtir leur système de santé, que c'était vraiment une approche fondamentale, que vraiment ce système ne se bâtisse pas en vase clos. Dans votre intervention, vous avez vraiment beaucoup parlé d'équité. Vous êtes vice-chancelière d'une institution maintenant depuis quelques années, je crois 3 ans, qui a beaucoup fait parler d'elle. Non seulement au Rwanda, dans la sous-région évidemment africaine, mais à l'extérieur évidemment des frontières de l'Afrique. Et c'est vraiment cette université qui est dédiée exclusivement à l'équité en santé. Et je me demandais si vous pourriez un peu nous parler un peu de cette institution-là. Et comment a-t-elle été créée finalement? Bon, elle a été créée, c'est une initiative de Pathnen Health, qui est une ONG américaine. Mais c'est une université réellement
basé au Rwanda, vous allez voir les étudiants que l'on a et les étudiants que l'on espère avoir. Mais, et faciliter notre plus grand partenaire pour le moment, c'est le gouvernement du Rwanda, rien que donner la terre, l'électricité, amener l'eau, Internet et tout ça, parce qu'on est basé à l'intérieur du pays, dans le nord, vraiment très loin. À une région où il y avait 10 ans maintenant, pas d'hôpital du tout. Maintenant, il y a un hôpital. C'est pas Kigali, c'est vraiment à l'extérieur de l'hôpital. Vous savez, la plupart des écoles d'infirmières, les écoles de médecins, de laborantins, tout le personnel de santé sont basés dans les villes. Sont basés dans les villes et après on demande à ces jeunes gens, quand ils sont diplômés, vous pouvez aller travailler là-bas, on a un besoin. Parce que aujourd'hui, dans le monde, il y a pratiquement autant de gens dans les villes que dans le milieu rural. Mais il n'y a pas le même nombre de médecins. Et là où on a un besoin, c'est dans le milieu rural. Même dans les pays développés, on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Il y a des gens qui doivent faire 200 km pour être soignés parce qu'on ferme des hôpitaux, parce que les gens ne veulent pas travailler dans le milieu rural. Donc, on sait que quelqu'un qui a été éduqué et qui est heureux en milieu rural travaillera plus facilement en milieu rural. Donc, pourquoi éduquer nos jeunes gens en ville et leur demander après d'aller en milieu rural? Donc, on a décidé de faire une université 5 étoiles avec la meilleure éducation qu'on puisse trouver. Et la meilleure éducation n'est pas nécessairement comparée à, je ne vais pas donner de nom, mais ce qu'on appelle 5 étoiles, pour moi, n'est pas 5 étoiles parce que ça fait des médecins qui n'ont pas de compassion, qui ne sont pas dédiés, qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne veulent pas nécessairement lier la santé au développement. Nous, c'est ce qu'on apprend à nos jeunes gens. On apprend à construire un système de santé, à construire, parce que là, dans la plupart de nos pays en développement, on n'a pas le système où l'on peut exercer ses qualités. Donc, il faut apprendre à la fois les qualités cliniques et être bon dans ce qu'on fait, mais aussi la capacité de créer le système qui vous permettra d'exprimer ces qualités. Et c'est ce que j'ai trouvé quand je suis rentrée en Afrique en 96. J'étais, je peux le dire, une excellente pédiatre, mais je me trouvais devant un système et un pays où je ne pouvais rien faire de ce que je connaissais. Donc, j'ai dû me débrouiller et nous sommes nombreux dans ce cas. Et un autre fondateur, c'est Paul Farmer, qui a fait la même chose. Il a fait des choses merveilleuses à travers le monde, mais il a dû apprendre sur le tas. Et nous, ce qu'on veut, c'est de donner la formation, en plus de la formation clinique qui est excellente, de donner une formation d'entrepreneur, de gestionnaire, d'épidémiologiste pour bien comprendre son terrain et de quoi souffrent nos patients, mais surtout de baser tout ce qu'on fait sur les sciences biosociales. C'est-à-dire qu'on a... Covid est un exemple fantastique. 2 personnes attrapent Covid, c'est la même chose, mais en fonction de leurs conditions sociales, etc., une va survivre, l'autre va mourir. Parce que simplement, l'une n'a jamais pu manger convenablement, l'une n'a jamais pu avoir fait la prévention des autres maladies qui font en sorte que le corps ne peut pas résister. Donc, tout ça est important. On apprend la société, l'histoire, on apprend la culture. C'est très bien d'être bien éduqué et d'aller d'aller soigner des gens qui ont besoin de cliniciens dans un milieu perdu. Mais on le fait tellement souvent avec, malheureusement, un esprit de colon, hein, qu'on n'est pas assez efficace. Donc, c'est tout ça qui a fait que cette université, on l'a créée. C'est une histoire d'amitié et de partenariat, de gens qui ont vécu la même chose et qui veulent donner aux jeunes d'aujourd'hui ces formations qui leur permettent d'entrer tout de suite, d'aller et créer un système, d'aller et réparer un système de telle sorte que les vulnérables sont inclus, les vulnérables sont soignés. Et quand les vulnérables sont inclus et soignés, les gens qui ont les moyens le sont aussi. Donc, on ne s'en occupe pas en première ligne.
Non, non, c'est extrêmement rafraîchissant de vous entendre parler de cette institution-là, de cette université, mais aussi évidemment quelque peu de son histoire. Vous avez parlé d'une histoire d'amitié, vous avez évoqué dans votre intervention l'importance des déterminants sociaux, et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Au quotidien, comment cette vision que vous avez de la santé s'articule au quotidien vraiment dans les initiatives que mettent en place les institutions de santé, mais plus particulièrement l'université dont vous assumez la direction. Donc, on a choisi de la construire vraiment du sous-sol jusqu'au toit, à une nouvelle université dans le Nord. Nos étudiants, parce qu'il y a aussi des valeurs qu'il faut apprendre. Dans beaucoup de pays, les médecins sont avec les ingénieurs les mieux formés et ils le font bien sentir à la population. Apprendre l'humilité, apprendre l'écoute, apprendre en sachant qu'on a toujours une relation de pouvoir en tant que médecin avec le patient, parce qu'il est en situation de vulnérabilité et beaucoup d'entre eux, ceux que l'on côtoie dans la région où je suis, n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, de faire des études. Et il y a déjà ce pouvoir-là qui fait que, d'abord, il ne viendra pas nécessairement vers vous, il ne vous dira pas tout. Ensuite, on est venu d'environnements tellement différents qu'il ne comprend pas nécessairement ce que vous dites et qu'il n'en a pas nécessairement confiance. Donc, l'humilité, l'écoute et savoir que les personnes que l'on soigne sont plus expertes que vous dans le milieu où ils sont, ça fait partie de l'apprentissage des sociodéterminants. Il faut savoir, est-ce que cette personne a de quoi manger? C'est bien de lui dire, vous prenez ça, cette tablette-là, mais après le petit déjeuner. Est-ce que la personne prend le petit déjeuner? Est-ce que la personne n'a pas... C'est bien de sauver une personne de malaria, mais si on va la perdre après avec une gastroentérite. La personne n'est pas mieux. La personne en tant qu'entité et la personne en tant... Les maladies que l'on voit qui sont souvent des symptômes de maladies sociales. Donc, les sociodéterminants de la santé sont clés quand on discute avec un malade d'une maladie particulière. Merci, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant de vous entendre parler de choses dont on ne parle pas, à mon avis, assez dans les facultés de médecine, dans les programmes de santé publique. L'humilité, la capacité en tant que soignant, en tant que professionnel, de même penser que ce soignant-là, à qui nous avons affaire, en sait tout autant sur son milieu de vie. Et peut évidemment être un agent extrêmement important avec qui nous devons nous engager dans une relation qui permettrait éventuellement de le mener vers la guérison. Donc vraiment, cette approche partenariale-là me semble extrêmement originale. Pour l'avenir, je sais que vous êtes une femme qui est très entrepreneuriale, qui a beaucoup d'idées. Mais pour la suite des choses, quelle vision avez-vous pour cette université-là? Donc, nous avons une vision et d'ouvrir des campus sur 4 continents. Venus du milieu de l'Afrique, nous sommes très fiers de pouvoir apporter cette notion d'excellence dans la santé globale. Et la santé globale, contrairement à la santé publique, elle a la notion d'équité dans son cœur. Et je compare souvent les deux. La santé publique est nécessaire parce qu'elle donne des conseils aux gouvernants comment orienter la politique de la santé. Mais la santé globale, telle que nous la concevons, elle s'occupe aussi de l'individu et le place dans un système équitable.
Et c'est ça que l'on veut amener partout parce que le monde ne manque pas d'argent pour la santé. Parce qu'il ne manque pas d'argent pour les armes. Il ne manque pas d'argent. Il le place mal. Et ça, nous sommes prêts à ce que l'exemple que l'on donne soit disséminé à travers le monde pour être amélioré. Parce que c'est un cheminement. Et nous basons aussi l'éducation que nous donnons aux étudiants sur la science de la mise en œuvre. Les vaccins, les pays qui font bien, les pays qui ont réussi, ce n'est pas par miracle. Et on sait ce qu'ils ont fait. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas mettre ça en œuvre? C'est simplement parce que la science de la mise en œuvre est négligée. Très intéressant. Je retiens, et ça c'est aussi quelque chose que je dis souvent à mes étudiants, le monde ne manque pas de ressources. Nous manquons d'ingéniosité, de créativité quant à la façon de gérer et de répartir les ressources. Et d'imagination. Absolument, absolument. Vous avez beaucoup parlé évidemment de santé, vous avez parlé de déterminants sociaux de la santé, vous avez parlé d'équité. Quand on essaie de ramener tout ça à la pandémie de la COVID-19 actuelle, comment, ou dirais-je, quels sont les défis que la communauté rwandaise a dû relever et incidemment aussi l'université face à cette pandémie-là? Bon, c'est la même partout dans le monde. Covid, le virus n'a pas changé, n'a pas muté en prenant l'avion avec quelqu'un et en allant se disséminer dans un autre pays. Il est le même. Les dégâts sont les mêmes. La réponse est différente. La réponse avant, donc la préparation est différente. Et la réponse quand la pandémie rentre dans votre pays, là aussi, c'est différent. Donc, nous avons dû faire face à tous les systèmes de prévention, à la distanciation sociale, pardon, à la protection individuelle, mais aussi à la protection communautaire. Donc, ce que le pays a fait, le pays a opté pour la science et a opté pour l'analyse de qu'est-ce qui va s'opposer à la mise en place de des instructions qui sont données pour protéger la communauté. Donc, il y avait la pauvreté. Les gens qui ont besoin de sortir tous les jours pour un petit travail, sinon ils n'ont pas à manger le lendemain. Donc, il s'est mis sur place, il a été mis en place un système de distribution de nourriture à ceux qui ne pouvaient pas manger s'ils n'allaient pas travailler. Comment choisir ceux qui en ont besoin? Je vous rappelle que nous avons les agents de santé communautaires dans tous les 100-200 maisons. Mais tous les 100-200 maisons, il y a aussi un chef de village. Moi, j'ai un chef de village qui habite ici tout près. On l'a élu. Et il est en charge de toutes les personnes vulnérables dans notre village. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas à manger, c'est son problème. Il doit venir nous demander de l'aide, de la solidarité et le budget de l'État qui est alloué à ça. La personne ne peut pas mourir de faim, les enfants, la famille doivent manger. Et ceux qui ont besoin d'argent, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ne peuvent plus travailler, une allocation, aux petites gens, pas aux grands boss. Donc, pendant le lockdown, personne n'a eu sa vie en danger au service d'une société pour protéger la communauté. Et tout le monde s'est senti pris en charge. Et tout le monde s'est senti solidaire de la communauté à protéger. Donc, les défis étaient les mêmes. L'approche est différente. L'approche solidarité, l'approche systématique par la science et communication et transparence. Donc, ça nous a permis de passer. Mais il faut dire aussi que les conséquences de COVID vont être à long terme. Parce que même si nous passons à travers le moment de l'épidémie, les dégâts économiques, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais là aussi, ça sera toujours mieux
avec la transparence, avec la solidarité et en faisant en sorte que les plus vulnérables soient pris en charge par la communauté. Tout le monde y gagne. Absolument, absolument. Quels sont, à votre avis, Et j'ai oublié de vous dire, pendant Covid, mon université n'a pas fermé. Nous avons demandé une autorisation spéciale pour continuer. On a montré qu'on était prêt. On était prêt depuis le mois de décembre, on s'apprêtait. Le pays était en préparation depuis janvier. Au premier cas, c'était un vendredi, tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Nous aussi, nous avons fait le stock, nous avons réparti les étudiants dans les chambres, nous sommes équipés pour un siège contre le virus. Et on est passé à travers sans un seul cas. On a fait la remise des diplômes normalement à distance pour les parents, mais tout a été fait à temps. Donc, ça veut dire que là aussi, c'est la science de la mise en œuvre. La préparation et comment on met ça en œuvre. Absolument, absolument. Ce qu'on appelle en anglais implementation science. Absolument. Dernière question pour vous. À la lumière de votre expérience au gouvernement en tant que ministre de la Santé, à la lumière de vos expériences aussi à l'international, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, d'associations au sein desquels vous êtes impliqués. Considérant votre expérience sur le terrain, aussi en tant qu'académique et en tant que chancelière, vice-chancelière d'une université comme celle-là, quelles sont, à votre avis, les leçons que d'autres pays africains peuvent tirer non seulement du mandat de cette université-là, mais aussi des progrès remarquables, faut-il le rappeler, accomplis dans le système de santé rwandais? Je dois dire que je peux faire un parallèle de ma vie en tant que la lutte contre le sida, secrétaire permanent ou ministre ou maintenant vice-chancelière, c'est la même chose. Je n'ai jamais changé. Je change de facette de mon boulot, mais je ne change pas de mission et je ne change pas ma vision non plus. C'est-à-dire que mon objectif est d'amener les soins de qualité aux plus vulnérables. Et donc, c'est pas facile. On a un long chemin à parvenir, mais il y a des principes pour ça. Si on le veut, il faut mettre l'équité au centre de tout ce qu'on fait. Ça, c'est un. De deux, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que la communauté participe. Ça lui donne confiance, elle comprend ce qu'on fait. Il faut la confiance. Sinon, on peut établir les meilleurs. Regardez aux États-Unis, ils ont les meilleurs systèmes de santé du monde et il y a eu des problèmes de rougeole il y a moins de 2 ans. Donc, ça veut dire quelque chose que dans beaucoup de pays en développement, on n'a plus. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir le meilleur système. Si la population ne le sait pas, ça ne va pas. Si elle le sait qu'elle n'y croit pas, ça ne va pas non plus. Donc, il faut créer tout ça en même temps et ça ne peut se faire que si, comme vous disiez, il y a un partenariat avec la population, qu'on les inclut dans les décisions, qu'on les inclut dans la planification, qu'on les inclut dans l'évaluation de ce qu'on fait, en toute transparence. Et aussi qu'on s'occupe de leurs préoccupations premières. Parce que moi, je peux trouver que, par exemple, beaucoup de gens décèdent pour une maladie qui n'est pas visible. Les gens vont avoir un problème. Il faut demander quel est votre problème et travailler sur les deux. Donc, ce sont des leçons que l'on peut apprendre. Mais aussi la décentralisation. Si on pense que dans une institution qui s'appelle ministère de la Santé, on décide tout, on fait tout et on pense tout et on a tout réfléchi, eh ben, le résultat ne sera pas bon. Il faut décentraliser les décisions, il faut décentraliser la mise en œuvre, il faut décentraliser le contrôle et s'occuper des politiques. Et quand on s'occupe des politiques et qu'on fait des politiques et des guidelines, etc.,
faire remonter les compétences, les désirs, et puis les refaire redescendre, de telle sorte que ça a l'air de prendre du temps. Mais quand vous dites aujourd'hui, tout le monde est d'accord, on y va, on vole. Ça va tellement vite parce que tout le monde sait de quoi il s'agit et tout le monde est partie prenante. Tout ça, la coordination, l'appropriation nationale, la coordination. Tous ceux qui travaillent sur la nutrition travaillent sur un plan national. Et pour qu'ils soient contents, le plan national, on le fait tous ensemble. Et chacun prend une partie. C'est comme un gâteau qu'on fait tous ensemble. Chacun en mangera une partie, mais c'est le même gâteau. Formidable. Merci beaucoup à vous pour votre temps, votre générosité. Il y a beaucoup de questions pour vous, comme on peut s'en douter. Et j'invite d'ailleurs le public et les participants à utiliser la section questions-réponses dans le chat pour soumettre là leurs questions. Et puis, on va essayer de répondre au maximum, évidemment, aux questions posées par l'audience. Alors, il y a une première question de Moustapha Faye, qui est doctorant à l'Université Laval, et qui souhaiterait que vous abordiez la question de la formation en sciences humaines et sociales. Formation pour les professionnels de la santé, parce que évidemment, il estime que plusieurs de ces disciplines-là, des sciences humaines et sociales, comme par exemple l'anthropologie médicale, sont extrêmement importantes pour permettre aux professionnels de mieux comprendre les relations de pouvoir, la symétrie de pouvoir que vous évoquiez un peu plus tôt entre ces professionnels et les patients, évidemment, qu'ils ont devant eux. Je suis tout à fait d'accord. Et on va plus loin. On donne des cours de littérature. On donne des cours, donc les premiers 6 mois sont consacrés à ça. Donc, on a l'anthropologie, on a l'histoire, on a la sociologie et on a des cours de littérature. On a des cours d'histoire de l'Afrique, mais pas seulement de l'Afrique. Le cours d'histoire de la colonisation. Beaucoup de problèmes qui sont là aujourd'hui sont liés à ce qui s'est passé il y a 200, 150, 100 ans, 50 ans. Donc, tout ça, on apprend. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre un patient si on ne comprend pas qui il est. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est Moustapha? Oui, c'est Moustapha Faye. Oui, tout à fait d'accord avec Moustapha. Et chez nous, ça, la physiologie ou l'anthropologie ou l'histoire de l'Afrique, c'est le même combat. Merci beaucoup. Merci. Et Moustapha, une deuxième question, je vais rapidement passer là-dessus. Il se demandait si vous avez déjà quelques pays en tête pour justement cette Global Health and Equity University. Est-ce qu'il y a déjà quelques pays que vous pressentez? Absolument. Je vous ai dit que c'est une initiative de Pathnen Health et Pathnen Health est dans 12 pays. Donc, ce sont les pays privilégiés parce que déjà, il y a des personnes en place avec la même philosophie, avec la même approche et qui travaillent déjà autour d'un hôpital et de la délivrance des soins. Donc, ajouter un campus, c'est pas compliqué. Et puis, on fait partie de la même famille philosophique et en général. Donc, on a premier campus ouvert sera Haïti, probablement deuxième Pérou, probablement troisième la nation, la première nation américaine, les Navajos, s'ils veulent bien de nous parce que c'est un pays indépendant, oui. etc. So, oui, on sait où on va et ça se prépare. Parfait. Il y a une autre question. Je pense que vous avez déjà abordé ça de Assumpta qui se demandait comment l'interdisciplinarité fait partie de la formation de votre université. Je pense que vous en avez déjà abordé. Hein, on a parlé vraiment là-dessus. Oui, absolument. Autant, donc, nous n'avons pas non plus, on évite les cours verticaux, c'est-à-dire que on a un institut de gens basés sur l'équité, a Center of Gender Equity, et
cette personne enseigne à travers tous les cours. Elle revoit tous les cours pour savoir que l'équité basée sur le genre est respectée par tout le monde. On a un institut de santé planétaire, de One Health, et c'est la même chose. Donc, la psycho, la santé mentale, même chose. Donc, on apprend à travailler ensemble dès la première année. Même aussi, nos étudiants font des rotations au niveau communautaire dès la première année et sous l'ordre d'un agent de santé communautaire. C'est-à-dire que l'agent de santé communautaire n'a pas nécessairement fini le secondaire. Et ils font les tournées, les rotations dans les maisons, sur nos collines, avec un agent de santé communautaire. Donc, la santé communautaire est apprise réellement sur le terrain. Absolument. Et chaque année, ils reviendront au niveau des communautés avec des compétences plus importantes, jusqu'à la fin de la formation où il est prévu de suivre les cas compliqués à domicile, etc. Mais l'attachement au fait que le patient, avec toute son histoire, toute sa culture, est au centre de tout ce qu'on fait, c'est de l'année 1. Et c'est avec tout le monde. On apprend à tous nos étudiants en médecine et ceux qui viennent pour les sciences infirmières, pour ce que l'on fait, oui. Devront aussi avoir la maîtrise dans la science de la délivrance des soins. Et c'est là où on apprend à gérer un programme, à faire un programme, à gérer un pays. Et en faisant ça, on apprend c'est quoi la décentralisation, la coordination, c'est quoi tout ce qui fait que souvent, nos médecins, on leur demande de partager leur temps clinique avec la gestion du secteur santé. Et souvent, ils sont des mauvais gestionnaires parce qu'ils n'ont jamais appris. Et ça, on veut éviter. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à travailler ensemble. Et comme on est plusieurs avec une expérience dans des continents divers, nous savons ce qui a été notre enfer dans le temps où on travaillait quand il n'y avait pas de système ou quand il fallait gérer un système et qu'on n'avait pas appris, etc. Quand il fallait... Donc, c'est tout ça qu'on donne comme éducation à nos étudiants. Parfait. So I think I should let you know that Prof. Agnès is happy to take any questions that you might have in English as well. So feel free. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous souhaitez poser en anglais, il nous fera plaisir évidemment de les prendre. En attendant évidemment qu'il puisse y avoir des questions, Mark Walker, notre Mark à nous, souhaitait savoir dans quel domaine vous pensez que nous pourrions, en tant qu'universitaires, collaborer, nos deux institutions éventuellement? Je pense que la collaboration dans la recherche. Il y a tellement de choses à apprendre pour apprendre comment être plus équitable. Il y a tellement de choses. Et puis, on n'oublie pas non plus que nous sommes en train d'extraire les principes. La science de la mise en œuvre, par exemple, moi j'aime la comparer à la physique. Si on a la gravité, elle est la même partout, mais c'est pas vrai. Elle change au pôle Nord, elle change à l'équateur. Donc ça dépend de ce qu'on mesure. Mais si j'ai un camion de 10 tonnes à tirer avec une poulie, je vais appliquer les mêmes principes au pôle Nord qu'au pôle Sud, quelle que soit la gravité. C'est la même chose dans les sciences médicales. Il y a des principes de base. Il faut, dans la mise en œuvre, tout ce qui n'est pas clinique, pour pouvoir mettre en œuvre ce que j'ai appris en clinique, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de construire pour pouvoir servir tout le monde d'une façon équitable? Et ça, c'est des études qui doivent être menées partout en comparant ce qu'on a trouvé pour prouver que nous avons notre centre de gravité et la capacité de construire notre secteur mieux demain qu'aujourd'hui. Oui. S'il y a une chose qui a fait la réputation du Rwanda, c'est vraiment sa capacité à justement mettre en œuvre des décisions qui sont prises par ses dirigeants.
Au Canada, et ça c'est une question évidemment qui nous est posée ici, la bureaucratie reste un enjeu majeur qui fait que les progrès dans le domaine de la santé sont souvent beaucoup plus lents. Il y a plusieurs layouts, il y a plusieurs niveaux qui font que plusieurs initiatives tardent à voir le jour et à se mettre en œuvre. Et la question, c'était comment pensez-vous qu'il est possible vraiment de passer au-delà de ces red tapes, comme le disent nos amis anglais? Il faut d'abord commencer à arrêter de confondre bureaucratie et mauvais bureaucrate. La bureaucratie bien faite, ça aide. C'est essentiel. On confond bureaucratie et blocage. Alors, deuxièmement, dites-vous une chose, ce que vous avez dit au début, que les décisions des dirigeants sont bien appliquées. Je vous ai dit comment on fait une décision. On implique la population. Au moment où la décision est prise, tout le monde est déjà d'accord. Hein? On va pour le plus petit dénominateur. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde au Rwanda est obligé d'avoir une assurance de santé. Il y a une amende si on a fait. On n'a jamais appliqué cette amende, jamais, à la demande du président de la République. Parce qu'il a demandé, il a dit, si les gens ne prennent pas l'assurance, c'est que vous êtes des mauvais avocats. Donc, ne les pénalisez pas parce que vous êtes mauvais. Faut les convaincre. Mais quand la décision a été prise, la discussion est partie jusque dans les villages, elle est remontée par les secteurs, les districts au niveau national, elle est redescendue. Et quand il y a eu un accord, cela voulait plus, cela voulait moins, on arrive à un accord, on implémente. Et ce n'est plus la décision des dirigeants seulement, c'est la décision du pays. Et yes, donc c'est de là que vient la différence. Dans d'autres pays, il y a avec un bon cœur, des décisions qui sont prises, on va les appliquer. Mais les gens ne sont pas d'accord, ils n'ont pas compris. Ou les gens sont fâchés parce qu'ils n'ont pas été consultés. Par exemple, il est interdit de faire une loi ou proposer une loi ou une politique dans la santé sans être sûr que les bénéficiaires ont été consultés et sont d'accord avec ce que vous faites. Non seulement sans être sûr, mais ils doivent signer sur la lettre que vous envoyez au Premier ministre pour passer la loi, qu'ils sont vraiment d'accord. Donc, les bénéficiaires, tous ceux qui vont faire quelque chose, doivent signer qu'ils ont tous été consultés, qu'ils sont d'accord sur ça. Et ce n'est pas le maximum que moi j'aurais voulu. Mais c'est sur quoi tous on s'entend. Et quand on arrive à ce niveau-là, on se remet tous de nouveau, tout le monde d'accord autour de la table. On arrive à quelque chose qui nous permet d'aller à l'étage au-dessus. À l'étape supérieure. Et ça a l'air plus long, c'est vrai, mais en réalité, on vole. Ah oui. So the next question is in English, and it's from Mami Clara. What kind of campaign should we do to make sure all young Africans benefit from your university? The campaign, meaning what? We have a very, we don't, it's already known. So we have more demand than position. So what campaign should we do? Join me by advocate for increasing what we are doing so that we can take more, because we have a very little percentage of acceptance. And we never do publicity. Yeah, and I guess you have a diverse student body as well, right? Students no, absolutely. We have already educated more than 27 people coming from more than 27 countries. In our master, we have people from Australia, Bangladesh, Pakistan, India, many countries in Africa. I don't even count my brothers and sisters from Africa, and America, Peru, Mexico, UK. So that means we decide to never do publicity. For publicity, we say this is the date for application. This is the condition to apply, and it's blind.
But we need, that's a reason why we want to increase and have more campuses to give more opportunities, because the demand is huge. There is another thing we want to do. We hope to be an example, and that the principle that we are studying, that we are implementing, that we are researching, that we know work for better access to care and better service delivery to all, especially focus on the vulnerable, because I told you when the vulnerable are served, everybody is served. So that this can be replicated. It's another way to improve health globally. So our objective is to improve globally, but we know we cannot do everything. Wonderful. Nous avons une autre question de Jean-Henri. Alors, je lis la question. Bonjour, merci pour ce débat très enrichissant. Je vois que vous faites une place d'honneur aux étudiants en médecine et c'est très normal car le besoin est vraiment réel en Afrique, en tout cas là où j'ai grandi. Cependant, il me semble qu'au niveau communautaire, c'est plus les infirmiers, infirmières, sages-femmes qui sont plus proches de la communauté et qui coûteraient moins cher aux États en développement. Pour la durabilité de votre modèle, qui me séduit vraiment, avez-vous pensé à le diffuser auprès des écoles de soins infirmiers, mais aussi dans la formation des agents communautaires de santé qui sont à la première ligne? Oh, we do that. We are training. Pardon, on fait cela aussi. On a un centre de nursing and midwifery. Hein? Qui est intégré évidemment à l'université. Absolument. Dans l'université, on a un institut de recherche. La question est en français ou en anglais? Oui, en français, la question est en français. Donc, on a un centre de recherche, on a un centre de nursing and midwifery, un centre de gender equity, un centre de One Health, un centre de Global Health. Et puis, on a un centre de Community Health. Bien sûr, la durée de formation n'est pas la même. Le coût n'est pas la même. Mais je tiens à rappeler au monde qu'avoir des agents de santé communautaires sans infirmières pour les superviser, c'est très dangereux. Et avoir des infirmiers et ne pas avoir de médecins, à un moment donné, on en a besoin. Et avoir des médecins et ne pas avoir de spécialistes dans certains domaines, à un moment donné, on en a besoin. Donc, il n'y a pas de limitation. Et les infirmiers sont en première ligne, et ça s'est vu avec COVID. Les agents de santé communautaires sont en première ligne aussi. On a besoin de tout pour créer un système de santé. Une question qui vient de rentrer et qui porte vraiment sur l'équité dans un éventuel partenariat communauté public-privé. Je n'ai pas le nom de notre intervenant, mais il est d'avis que c'est une chose impossible. Alors, donc, quelles sont vos réflexions par rapport à cette boutade-là que vient de nous lancer un participant au webinaire? C'est une boutade, mais par contre, c'est une sérieuse question. Moi, j'appelle ça PPPC, Public-Private Community Partnership, PPCP. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple de ce que fait le Rwanda. Le Rwanda a des postes de santé tenus par des infirmières qui n'ont pas de degré, c'est des infirmières à 2, mais c'est des infirmières, et qui font des consultations dans les communautés pour éviter que les gens ne marchent longtemps. Donc, il y a l'agent de santé communautaire qui est dans le village, il y en a 4. Et puis, il y a les postes de santé dans environ 4 villages, tous les 4 villages. Environ, c'est pas toujours comme ça. Et puis, il y a un centre de santé avec des infirmières graduées, des sages-femmes, là où les femmes vont accoucher, là où on hospitalise, les infirmières prescrivent des antibiotiques, etc. Et ne transfèrent aux médecins, à l'hôpital de district, que si elles ne peuvent pas s'en sortir avec la maladie que la personne a. Maintenant, pour avoir des centres, déjà l'agent de santé communautaire élu par la communauté, éduqué par le ministère de la Santé, c'est un partenariat communauté publique. Ensuite,
L'assurance communautaire qui permet les soins dans les infrastructures, c'est aussi un partenariat public-privé, communautaire, parce que les gens payent de leur poche. Le gouvernement donne une subvention. Les assurances privées donnent 5% de leurs revenus. Il n'y a pas plus PPCP que ça. Tout le monde y est dedans. Maintenant, le poste de santé communautaire en dessous de centre de santé est construit par la communauté, géré par une infirmière à deux, ou privée ou publique, et qui transfère les personnes au centre de santé si elles doivent être hospitalisées parce qu'elles n'hospitalisent pas. Consultation, publique, privée, communautaire. Maintenant, 30% des hôpitaux au Rwanda et des centres de santé, environ, non, j'exagère peut-être 25 à 27, appartiennent pas à l'État, mais ont le même statut. C'est-à-dire que chaque année, dans le budget, il y a une cotation pour elles. Si on paye un microscope pour les centres de santé publics, on le leur paye aussi. Le salaire des gens est payé par l'État. Le building appartient à des privés, appartient à l'Église, appartient à une NGO. Public, private, community, partnership. Et ça marche. Ça permet aux Rwandais d'avoir des soins identiques à travers le pays, contrôlés, régulés et remboursés par les assurances de santé. Donc, ça existe bien. Il faut juste aller voir et chercher et apprendre et répliquer. Oui. Mais répliquer selon le pays. Parce que ça correspond à qui on est. Tout à fait. Répliquer en prenant en compte évidemment les réalités locales de chaque pays. C'est fondamental. Ah oui. Je pense que nous avons encore le temps pour une dernière question. Thierry Santine, qui est un de mes anciens étudiants, alors qui a une question pour vous à propos de la représentation féminine dans le corps étudiant, aussi bien que facultaire. Et on sait que l'égalité des genres a beaucoup été promue ces dernières années au Rwanda, avec des résultats, dit-il, satisfaisants, y inclus au niveau de la représentation parlementaire. Et donc, Thierry souhaitait savoir comment cela se matérialise au sein de votre institution. Bon, dans toutes les classes de master, minimum 50%. On prend, disons qu'il y a 30 places, il y aura les 15 meilleures filles et les 15 meilleurs garçons. Full stop. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On ne va pas se casser la tête, etc. L'équité, c'est l'équité. Mais maintenant, dans les classes de médecine, 70% des filles. Wow. C'est-à-dire que s'il y a, disons, 50 places, 70% d'elles seront pour des étudiants féminins, 30 pour les hommes. Et pourquoi? C'est parce qu'ailleurs, en Afrique, on fait le contraire. Donc, on va arrêter ça le jour où il y aura l'équilibre. Pour l'instant, l'Afrique donne des diplômes seulement qu'à environ 10% de médecins de sexe féminin. Donc, je ne crois pas que je verrai ça de mon vivant. Peut-être ma fille, oui, mais moi, non. Donc, on est parti à 70%. Et pourquoi 70%? C'est parce que dans la Constitution rwandaise, il est dit que si dans les institutions, il n'y a pas 30% d'un des deux genres, les élections sont à refaire. Alors, je me suis dit, comme si on va à 70%, on a les 30% demandés par la Constitution, personne ne nous dira rien. Oui. Voilà. Je trouve ça remarquable, mais c'est aussi ça l'équité, de prendre en considération évidemment là ce statut particulier des femmes, le fait que le taux de diplomation évidemment est très faible, et qu'il y a aussi un besoin de professionnels de santé qui sont des femmes dans le système et de leur faire une place, et je trouve ça formidable. Donc 70% en médecine, les places évidemment sont réservées aux femmes. Et puis on s'arrange pour que tous les obstacles de la vie qui sont là, et il y en a pour les étudiants féminins, parce que quand elles rentrent à la maison, on s'attend à ce qu'elles aident au ménage, le garçon, non. Quand elles, etc., etc. On va faire pression sur elles pour qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants, pas de problème. Mais on s'arrange pour qu'elles continuent ses études en toute sérénité. Parce que notre objectif est d'amener chaque étudiant qui réussit à rentrer, le faire bien réussir à sortir.
Parfait. Écoutez, on est vraiment arrivé au terme de ce webinaire. Je sais que c'est un sujet qui intéresse plus d'un. On aurait pu continuer encore plus longtemps. Vraiment, on tient à remercier professeur Agnès Binagwaho pour son temps, pour sa sagesse. Merci aussi évidemment pour le public qui a bien voulu assister là à cet événement-là. Et je pense qu'il y a beaucoup là-dedans de choses extrêmement intéressantes qui vont éclairer, je crois, différentes initiatives ailleurs en Afrique et pourquoi pas au-delà des frontières de l'Afrique. Et donc, merci encore beaucoup pour votre temps. Et vous avez mon email, vous avez mon contact. Alors, pour un partenariat, vous savez, j'adore les partenariats. Hein? Vraiment, l'université de Global, vraiment, on n'existe que si on est tous ensemble. Donc, vous savez où me trouver. Absolument, absolument. Je sais que mon collègue Mark Walker vous entend très, très bien aussi. Oui, merci, professeur Agnes. Je suis très heureux. J'espère que nous pouvons avoir un campus de votre université au Canada. Très bien. La séance est très intéressante et très instructive pour nous. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Et aussi, professeur Yaya, mon chef, merci pour votre temps aussi. Et un absolument fantastique modérateur. Marc est souvent très, très généreux et très humble. Il m'appelle toujours chef alors que c'est lui le vrai chef. Mais j'accepte. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous et à une prochaine fois. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci Marc. Merci à toute l'équipe aussi. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.